Cette femme nue, assise dans l'herbe, vous regarde droit dans les yeux. Elle ne détourne pas le regard, comme tant de nus académiques auxquels le public de l'époque était habitué. Et sous ses pieds nus, cachés dans l'ombre de l'herbe, il y a une petite grenouille verte, presque invisible. Dans l'argot du XIXe siècle, ce mot pouvait aussi servir d'injure pour désigner une femme jugée de mauvaise vie. Voici Le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet. 3 questions vont nous occuper aujourd'hui. Pourquoi l'un des 2 hommes porte-t-il en pleine forêt un bonnet d'intérieur réservé aux fumoirs bourgeois? Pourquoi la baigneuse, tout au fond, est-elle 2 fois trop grande pour l'endroit où elle se trouve? Et que cache vraiment cette grenouille dissimulée dans l'herbe sombre, sous les pieds d'une femme qui refuse de baisser les yeux? Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ce tableau n'est pas un pique-nique raté. C'est un décor de théâtre, monté avec un calcul froid pour forcer tout un siècle à se regarder en face. 1863, huile sur toile, 2,7 m de haut sur 2,65 m de large. Par ses dimensions, le tableau emprunte l'échelle ambitieuse de la peinture d'histoire, bien davantage que celle d'une scène de genre ordinaire. Aujourd'hui, la toile est accrochée au musée d'Orsay, à Paris. La mort de son père, en 1862, modifie aussi la situation familiale et matérielle de Manet. Auguste Manet était juge, haut fonctionnaire au ministère de la Justice, et il s'était longtemps opposé à ce que son fils devienne peintre. L'année suivante, en 1863, Manet peint 2 de ses toiles les plus provocantes, celle-ci et Olympia. 2 œuvres qui vont concentrer autour de lui une violence critique exceptionnelle. Il ne peint pas ce tableau sur commande. Personne ne le lui demande. Manet le construit seul, en atelier, comme manifeste, pour une occasion précise, le Salon de Paris, l'exposition officielle qui reste alors la grande porte d'entrée vers la reconnaissance publique. Cette année-là, le jury du salon devient d'une sévérité inédite. Sur 5000 toiles présentées, plus de 3000 sont refusées. Manet parmi elles. Le rejet est si massif et la colère des artistes si vive que l'affaire remonte jusqu'à l'empereur Napoléon III en personne. Le 24 avril 1863, il tranche. Il ouvre, à côté du salon officiel, une exposition parallèle où les refusés pourront montrer leur toile au public qui jugera lui-même. On l'appellera le Salon des refusés. Manet y accroche son grand pique-nique. Il visait la reconnaissance des maîtres, Titien, Vélasquez. Il obtient autre chose. Son tableau devient l'une des principales attractions du Salon des refusés, entouré de rires, de moqueries et de scandales. Regardez d'abord l'homme assis à droite. Sur la tête, une calotte plate, avec un gland qui pend sur le côté. À première vue, un simple couvre-chef un peu démodé. Mais dans les années 1860, ce bonnet-là ne sortait jamais de la maison. On l'appelait bonnet de fumeur. Les hommes le portaient chez eux, dans leur cabinet ou leur fumoir, pour protéger leurs cheveux de l'odeur du tabac. Le porter en pleine forêt, un jour de pique-nique, n'a aucun sens. Pour moi, ce bonnet fait basculer la scène. Elle cesse d'avoir l'air prise sur le vif et commence à ressembler à un décor monté. L'homme sous ce bonnet a un visage précis, celui de Ferdinand Lenhoff, le frère de la femme que Manet aimait en secret depuis 10 ans, Suzanne Lenhoff, celle qu'il épousera quelques mois plus tard, à l'automne 1863. Suzanne a déjà un fils, Léon, dont la paternité exacte reste discutée par les historiens, Édouard, ou peut-être son propre père, Auguste. Certains chercheurs, dont l'historienne Nancy Locke, avancent que Manet a placé ici, volontairement, le frère de sa future épouse, à côté d'une femme nue dont le sens, on va le voir, n'a rien d'innocent. On ne peut pas l'affirmer avec certitude, c'est une lecture, pas un fait établi. Mais si elle est juste, alors Manet n'a pas seulement provoqué le jury, il a provoqué sa propre famille en pleine lumière, devant tout Paris. Revenons à la grenouille. On l'a évoquée en ouverture, mais elle mérite qu'on s'y arrête. Dans l'argot du XIXe siècle, le mot grenouille pouvait servir d'insulte pour désigner une femme de mauvaise réputation, et ce double sens a conduit plusieurs lecteurs du tableau à y voir une allusion à la prostitution.
À mon sens, son intérêt est surtout ailleurs. Elle fait entrer, sous les pieds de Victorine, un vocabulaire beaucoup moins noble que celui des Vénus académiques. Alors regardez à nouveau le regard de cette femme. Il ne fuit pas. Il ne cherche aucune excuse mythologique. Il vous fixe, comme si elle savait exactement ce que vous étiez venu chercher. À mon avis, c'est là que se joue tout le scandale du tableau. Pas dans la nudité elle-même, mais dans ce regard qui refuse le rôle qu'on attendait d'elle. Une nymphe baisse les yeux, ou les perd dans le vague. Cette femme-là, non. Il y a aussi un oiseau, tout en haut, presque invisible dans le feuillage du chêne. Un bouvreuil, à la poitrine rousse, qui semble filer droit vers la main tendue de l'homme au centre. Ce bouvreuil n'a pas de signification iconographique unanimement établie. Et c'est justement ce qui m'intéresse. Au-dessus d'une scène déjà pleine d'objets déplacés, Manet ajoute encore un signe que l'œil remarque, sans pouvoir le traduire d'un seul mot. Au premier plan, devant la femme, une corbeille s'est renversée. Des cerises, des pêches roulent sur un tissu bleu, un pain rond gît à côté. On peut charger les fruits et le panier renversé de plusieurs sens symboliques. Mais un indice est beaucoup moins discutable. La robe bleue et le chapeau de paille, abandonnés dans l'herbe, appartiennent au monde contemporain. Cette femme n'est pas rejetée dans un passé mythologique. Tout autour d'elle la ramène au présent. Et c'est justement ce détail-là, plus que la nudité elle-même, qui a fait hurler les critiques du Salon des Refusés. On tolérait une déesse nue depuis toujours. On ne tolérait pas une contemporaine. Il faut, pour mesurer jusqu'où va cette provocation, regarder ailleurs un instant. Cette même année, Manet peint une autre toile avec le même modèle, Victorine Meurent, Olympia. Ici, dans notre pique-nique, la nudité porte encore un déguisement, une pastorale, un panier de fruits. Dans Olympia, il n'y a plus aucun déguisement. C'est une courtisane, allongée dans son boudoir, qui regarde le spectateur avec exactement le même aplomb. Les deux tableaux sont peints la même année, avec le même regard qui ne cille pas. Le déjeuner et la répétition, Olympia et le coup final. Et il faut regarder aussi ce que faisaient les autres cette année-là. Alexandre Cabanel expose sa naissance de Vénus au salon officiel, celui-là même dont le jury a refusé Manet. Un corps de femme lisse, sans un défaut, flottant dans l'écume, les yeux fermés ou perdus dans le vague. Cabanel reçoit la médaille d'or. Napoléon III achète le tableau pour lui-même. La leçon est cruelle et simple. Le jury et le public acceptaient la nudité à condition qu'elle porte un nom grec et qu'elle ne les regarde pas. Manet leur donne une parisienne, aux pieds un peu sales, qui les fixe droit dans les yeux. C'est exactement la même quantité de peau nue des deux côtés. Ce n'est pas la nudité qui choque, c'est le regard. Le scandale ne rapporte rien à Manet dans l'immédiat. La toile reste invendue dans son atelier pendant 15 ans. Ce n'est qu'en 1878, quand il a besoin d'argent, qu'il la cède au chanteur d'opéra et collectionneur Jean-Baptiste Faure pour 2600 francs. Elle passera ensuite entre plusieurs mains avant d'entrer dans les collections de l'État français, puis au musée d'Orsay. Le tableau qui a fait rire tout un salon met donc près d'un demi-siècle à devenir ce qu'il est aujourd'hui, une pièce maîtresse de la modernité. Maintenant, tournez les yeux vers le fond du tableau. Une femme en chemise blanche, penchée sur un ruisseau pour puiser de l'eau. Elle devrait, à cette distance, être minuscule. La taille des arbres qui l'entourent le prouve. Elle est presque 2 fois trop grande. Elle semble flotter au-dessus de la scène plutôt que s'y tenir. Manet connaissait parfaitement les règles de la perspective académique. Il les avait apprises comme tous les peintres de sa génération. À mes yeux, difficile d'y voir une simple maladresse. L'aplatissement traverse toute la composition. Le résultat, lui, est certain. La toile cesse de fonctionner comme une fenêtre parfaitement ouverte sur un espace continu. J'ai longtemps cherché à comprendre pourquoi cette erreur de perspective ne dérange presque personne en réalité, quand on regarde le tableau en entier. Je crois que c'est parce que Manet la noie dans une masse d'autres détails déplacés. La canne, le bonnet, la robe, les fruits. Une seule bizarrerie choque l'œil. Une dizaine, réunies, finissent par composer un style. Cette canne, justement, posée sur la jambe de l'homme allongé au centre, dont le visage combine, selon les historiens, les traits des 2 frères de Manet, Eugène et Gustave. Un accessoire de dandy parisien, de flâneur des boulevards. Moi,
J'y lis surtout la ville qu'ils ont amenée avec eux, ses codes, son argent, et cette indifférence tranquille envers la femme assise à côté. La pose des 3 figures centrales n'est pas non plus une invention de Manet. Il l'a empruntée à une gravure de la Renaissance, celle que Marcantonio Raimondi grava d'après un dessin de Raphaël, aujourd'hui perdu, représentant des divinités fluviales allongées. Les historiens de l'art Ernst Gombrich et Aby Warburg ont établi la correspondance presque trait pour trait entre les deux compositions. Manet ne copie pas la nature, il copie une image déjà vieille de plus de 3 siècles et l'habille de vêtements contemporains. Regardez encore la matière même de la peinture, si la lumière du musée le permet, sous un éclairage rasant. Les visages, les corps, la nature morte au premier plan sont construits en épaisseur, avec une pâte dense, presque sculptée. Le fond, lui, surtout en haut et à gauche, est peint dans un jus fin, presque transparent, à travers lequel la toile elle-même se devine par endroits. Ce contraste de matière me fait voir 2 mondes, des figures solides, presque découpées, devant un décor beaucoup plus mince et plat, comme collé sur une toile de fond de théâtre. Et c'est ici que le mot « monter » cesse d'être une métaphore. Une deuxième version du tableau permet aujourd'hui de voir Manet déplacer lui-même les pièces de ce décor. Il existe à Londres une version plus petite du tableau, aujourd'hui conservée à la Courtauld Gallery. Son statut a longtemps fait débat. John House, grand spécialiste de l'impressionnisme à la Courtauld, la croyait postérieure à la grande toile, une réplique peinte par Manet lui-même après avoir achevé la composition de Paris. Les examens techniques menés en 2016 ont renforcé l'hypothèse inverse. La restauratrice Maureen Cross retire l'épaisse couche de vernis jauni qui recouvrait la toile depuis des décennies, puis fait examiner la surface par cartographie de macrofluorescence X et par imagerie infrarouge multispectrale. Sous la couche de peinture visible, l'appareil révèle des repentirs. Manet a repris plusieurs fois la courbe du dos de Victorine Meurent. Il a redessiné la forme du bonnet de Ferdinand Lénoff. Il a déplacé le visage de l'homme du centre, à l'origine placé un cran plus haut à la hauteur d'un œil entier. On retrouve même, sous la peinture, une grille destinée à reporter les proportions à plus grande échelle. Aujourd'hui, la Courtauld présente cette toile comme une étude réalisée pendant la préparation de la grande version. Ces repentirs ne servent donc pas à démasquer un faussaire, puisqu'il n'a jamais été question de faux. Ils servent à reconstituer l'ordre du travail. Avec les différences entre les 2 versions et la grille de mise à l'échelle découverte sous la peinture, ils ont conduit les conservateurs à privilégier l'idée d'une étude préparatoire plutôt que celle d'une réplique tardive. La toile cache, sous sa surface, des reprises, des corrections, un véritable travail de construction. Ce qui me trouble dans cette découverte, ce n'est pas seulement qu'elle éclaire l'ordre des 2 toiles, c'est ce qu'elle dit de l'homme derrière le scandale. Le tableau qu'on a accusé d'être bâclé, jeté sur la toile sans soin, cache sous sa surface des mois de recherche, de retouche, de recommencement. L'insolence du résultat final n'était pas de la facilité. C'était le fruit d'un travail acharné pour la faire ressembler à de la facilité. Et la femme qui nous regarde depuis le début, le scandale ne l'a pas engloutie, comme on l'a longtemps raconté. Le mythe veut que le scandale l'ait engloutie, qu'elle ait sombré dans l'alcool, dans la misère, dans la rue, jusqu'à finir, oubliée de tous, à brûler ses propres toiles de désespoir. C'est faux. Les archives retrouvées au début des années 2000 racontent une toute autre histoire. Victorine Meurent a pris des cours de peinture. Elle a exposé au Salon officiel de Paris, le même salon qui, en 1876, refusait encore les toiles de Manet lui-même. Elle s'est éteinte à 83 ans en se présentant, jusqu'au bout, comme peintre. Manet, lui, disparaît en 1883, à 51 ans, emporté par les graves troubles neurologiques qui ont marqué ces dernières années. La légende avait inversé les rôles. Ce n'est pas le modèle qui a fini brisé, c'est le peintre. Je me suis souvent demandé pourquoi cette légende a tenu si longtemps. Il me semble qu'elle est simplement plus confortable que la vérité. Elle range Victorine à la place que le 19e siècle voulait lui donner dès le premier jour, sur cette toile même, nue, jugée, regardée, réduite au rôle de victime. Qu'elle ait survécu à ses juges, qu'elle soit devenue elle-même une autrice, dérange davantage que sa chute imaginaire. Les historiens continuent, aujourd'hui encore, de se disputer le sens profond du tableau. Pour Émile Zola, dès 1867, le sujet importe peu. Seule compte la peinture elle-même, l'audace des couleurs posées à plat. Pour d'autres, comme l'historien Timothy James Clark, la toile est avant tout un constat social, une dénonciation de l'hypocrisie bourgeoise face à la prostitution et aux inégalités de classe.
On ne saura sans doute jamais laquelle de ces lectures Manet aurait retenu si on lui avait demandé de trancher. Il n'a laissé aucune explication écrite. Un siècle plus tard, un autre peintre a passé des années entières à essayer d'entrer dans cette toile, plutôt que de la regarder depuis l'extérieur. Entre 1959 et 1961, Picasso développe autour du tableau un cycle immense. 27 peintures, 140 dessins, 3 linogravures et plusieurs maquettes destinées à des réalisations monumentales. Peu d'œuvres de Manet auront provoqué un dialogue aussi long chez un autre peintre. Et au musée d'Orsay, il reste ce regard, peint une fois pour toutes, qui continue de fixer chaque visiteur, plus d'un siècle et demi plus tard, sans jamais scier. Ces deux hommes, assis à côté d'elle, parlent. Regardez leurs mains une dernière fois. Combien de gestes de conversation pouvez-vous compter? Et lequel semble répondre au regard de Victorine? Nous n'entendrons jamais leurs mots. Il ne reste que ce silence, suspendu dans l'herbe depuis plus d'un siècle et demi.